Et si, malgré les serments solennels et les coups de menton médiatiques, le gaz russe continuait à chauffer Varsovie cet hiver? Cette question taboue il y a encore quelques mois résonne aujourd'hui dans les couloirs feutrés des ministères, dans les salles de marché en ébullition et sur les lèvres inquiètes des ménages polonais. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Pologne a affiché une détermination sans faille, tourner le dos à toute molécule venue de l'Est. Les discours officiels se sont succédés, jurant que plus jamais Varsovie ne dépendrait de Moscou pour alimenter ses chaudières. Les images ont fait le tour du monde. Le gazoduc Yamal Europe, qui serpentait depuis des décennies à travers les plaines polonaises, est désormais démantelé, tronçon après tronçon, comme une relique d'un passé honni. Pour comprendre l'ampleur du symbole, il faut se rappeler ce que représentait Yamal, une artère stratégique inaugurée dans les années 90 qui, durant des décennies, a fait de la Pologne un carrefour gazier européen. Chaque hiver, des millions de foyers, d'usines et de bâtiments publics dépendaient maintenant de ce flux. Couper ce cordon, c'était affirmer une souveraineté retrouvée, un choix géopolitique courageux, mais c'était aussi se lancer dans une course contre la montre pour construire des alternatives crédibles. La nouvelle stratégie polonaise s'est érigée sur deux piliers majeurs. D'un côté, le terminal méthanier de Świnoujście, sur la Baltique, où accostent désormais des navires venant du Qatar, des États-Unis ou encore du Nigeria. De l'autre, le Baltic Pipe, ce gazoduc flambant neuf reliant la Norvège à la Pologne via le Danemark. Ces deux infrastructures, saluées lors de leur inauguration, devaient en garantir une indépendance totale. Mais la réalité, cruelle et complexe, s'est vite imposée. Prenons l'exemple du terminal de Świnoujście. Modèle de modernité, il permet d'accueillir jusqu'à 6 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié par an. Mais cette capacité n'est pas extensible à l'infini. Les créneaux d'accostage sont réservés des mois à l'avance, la file d'attente pour décharger s'allonge dès qu'une vague de froid pointe, et la flotte mondiale de méthaniers n'a rien d'illimité. Durant l'hiver 2023, par exemple, la Pologne a dû renoncer à plusieurs cargaisons promises, faute de créneaux disponibles ou de navires capables de faire le trajet en urgence. Le Baltic Pipe, quant à lui, devait être la solution miracle. Capable de transporter jusqu'à 10 milliards de mètres cubes de gaz par an, il donne accès aux gisements norvégiens, réputés fiables et stables. Mais là encore, la théorie se heurte à la pratique. Les contrats signés avec la Norvège sont de long terme, les capacités sont partagées avec d'autres pays nordiques et la pression dans les canalisations fluctue au gré de la demande européenne. Lors du froid polaire de janvier 2024, la Pologne s'est retrouvée en concurrence directe avec le Danemark et l'Allemagne, tous deux désireux de sécuriser leurs propres approvisionnements. Cette situation n'est pas sans rappeler la crise gazière de 2006, lorsque l'Ukraine et la Russie se sont affrontées sur les droits de transit. À l'époque, une coupure soudaine avait plongé l'Europe de l'Est dans la stupeur, poussant des villes entières à réduire le chauffage et forçant les gouvernements à improviser des plans d'urgence. Aujourd'hui, la Pologne, pourtant mieux préparée, redécouvre à quel point la logistique du gaz reste un jeu d'équilibriste. Dès la première vague de froid en novembre, les réserves polonaises, pourtant remplies à plus de 90% grâce à des achats anticipés, ont commencé à fondre à vue d'œil. Le matin, au pic de la demande, la consommation dépassait de 20 à 30% les prévisions les plus pessimistes. Les distributeurs, pris au dépourvu, ont dû activer des clauses de réduction de consommation auprès des gros industriels, céramistes, papetiers, producteurs de fertilisants. Certains ont dû interrompre leur production pendant plusieurs jours, provoquant des pertes de plusieurs millions d'euros et des tensions sociales inédites. Face à l'urgence, Varsovie a multiplié les appels en direction de ses partenaires européens. Les traders dans l'ombre ont recours à des swaps et des flux inversés. Sur le papier, la Pologne achète du gaz européen via l'Allemagne ou les Pays-Bas. Mais en réalité, une partie de ce gaz reste d'origine russe, rebaptisé, dilué et rerouté par un jeu complexe d'intermédiaires. Ce tour de passe-passe contractuel, difficile à démontrer, permet de sauver la face politiquement, tout en continuant à alimenter le réseau national. Un exemple concret, en décembre, un épisode de gel intense a provoqué une envolée des prix sur le marché néerlandais TTF. Les prix ont doublé en moins de 48 heures. Pour éviter une pénurie, la Pologne a été contrainte d'acheter des volumes supplémentaires à prix d'or, via plusieurs courtiers successifs. Selon des analystes, entre 20 et 30% du gaz importé durant cette période provenait physiquement de Russie, bien qu'ayant transité par l'Allemagne. Ce mécanisme, appelé rebranding, fait que chaque molécule perd son identité d'origine au fil des transactions, rendant la traçabilité quasi impossible.
Cette gymnastique contractuelle a un coût considérable. Chaque intermédiaire prélève sa commission, chaque incertitude ajoute une prime de risque. En 2024, il est estimé que la Pologne a dépensé près de 2 milliards d'euros de plus que prévu pour sécuriser ses approvisionnements en gaz, soit l'équivalent du budget annuel de la santé publique de plusieurs grandes villes du pays. Cette inflation des coûts se répercute inévitablement sur la facture des consommateurs, alimentant le mécontentement et la défiance envers les autorités. Mais la logistique ne pardonne rien. Un seul accroc dans cette mécanique fragile, une tempête sur la mer du Nord, une panne sur un méthanier ou une interruption temporaire du Baltic Pipe, et tout l'édifice menace de s'effondrer. Les gestionnaires du réseau à Varsovie vivent sous tension permanente. Chaque matin, ils doivent arbitrer: faut-il réduire la pression dans les réseaux de chaleur, prioriser l'alimentation des hôpitaux et des écoles, reporter la production dans certaines usines? Ces décisions, lourdes de conséquences, rappellent celles prises pendant la crise pétrolière de 1973, lorsque l'Europe avait dû s'adapter à la pénurie par la décroissance et le rationnement. La question simple mais cruciale demeure: la Pologne est-elle vraiment indépendante énergétiquement, ou n'est-ce qu'une illusion savamment entretenue? En réalité, la dépendance n'a pas disparu, elle a simplement changé de visage. La Russie, bien que mise à l'écart, officiellement, reste un acteur incontournable sur le marché européen. Son gaz continue de circuler, masqué par des contrats complexes, et chaque crise vient rappeler la fragilité de l'édifice construit à la hâte. Pour comprendre ce piège, il faut revenir sur la rupture brutale avec Moscou. Après février 2022, Varsovie a dénoncé tous ses contrats directs avec Gazprom, jurant de ne plus jamais acheter une seule molécule russe. Mais cette rupture, saluée sur la scène internationale, a laissé un vide logistique difficile à combler. Les infrastructures alternatives, aussi modernes soient-elles, n'ont pas la souplesse ni la capacité d'absorption du vieux Yamal. Prenons l'exemple du stockage souterrain. L'Allemagne, elle, dispose de capacités équivalentes à plus de 20% de sa consommation annuelle. La Pologne, malgré des efforts considérables, plafonne à environ 10%. Cela signifie que, lors d'un hiver particulièrement rigoureux, les marges de sécurité sont bien plus faibles. Un scénario catastrophe, comme celui de l'hiver 1956, où l'Europe a connu sa vague de froid la plus intense du siècle, pourrait pousser le système polonais au bord de la rupture. Varsovie a donc misé sur les importations de gaz naturel liquéfié. Mais là aussi, les limites sont rapidement apparues. Les terminaux méthaniers européens fonctionnent à plein régime, les créneaux d'accostage se négocient parfois un an à l'avance, et la concurrence est féroce avec l'Asie, qui paie souvent plus cher pour attirer les cargaisons. En janvier 2024, une tempête dans l'Atlantique a retardé de plusieurs jours l'arrivée de 2 méthaniers attendus à Świnoujście, forçant la Pologne à puiser dans ses réserves stratégiques plus tôt que prévu. Dans ce contexte tendu, les solutions alternatives sont scrutées de près. Le gouvernement polonais a envisagé de relancer, temporairement, certaines centrales à charbon pour pallier le manque de gaz. Cette décision, très impopulaire sur le plan environnemental, rappelle les choix faits par l'Allemagne après la fermeture de ses centrales nucléaires en 2022. Les émissions de CO2 ont alors explosé, remettant en cause les objectifs climatiques européens. Mais chaque solution a ses limites. Les swaps gaziers avec l'Allemagne ou la République tchèque reposent sur la solidarité et la confiance. Or, en période de crise, chaque pays tend à privilégier sa propre sécurité. En janvier, une alerte a été émise à Berlin. La capitale allemande a demandé à ses voisins de limiter les exportations de gaz, afin de garantir l'alimentation de ses propres hôpitaux. Ce genre de tension, inédite depuis les années 70, montre à quel point l'Europe de l'énergie reste un champ de bataille feutré, où l'intérêt national prime souvent sur la solidarité régionale. La spéculation aggrave la situation. Sur les marchés spot, le prix du gaz peut quadrupler en l'espace de 24 heures. En décembre, une simple rumeur de coupure sur un terminal norvégien a suffi à faire grimper les cours de plus de 50% en une journée. Les traders, pris dans la tourmente, n'ont parfois d'autre choix que d'acheter à n'importe quel prix pour éviter la panne. Cette volatilité, inédite depuis la crise financière de 2008, fragilise l'économie réelle et fait peser une menace constante sur les ménages. Face à ces défis, le gouvernement polonais a tenté de rassurer. Des aides d'urgence ont été débloquées, chèques énergie pour les familles modestes, gel temporaire des tarifs, soutien aux collectivités locales. Mais chaque mesure pèse sur le budget national. En 2023, le déficit public a dépassé les 4% du PIB, en grande partie à cause du surcoût énergétique.
Cette situation rappelle les années 80, lorsque la Pologne, étranglée par la dette et les pénuries, avait dû faire appel au FMI pour éviter la faillite. Dans le même temps, le gouvernement doit composer avec la pression de Bruxelles. Les règles européennes sont strictes. Pas de contrats bilatéraux directs avec la Russie, respect des régimes de sanctions, transparence sur l'origine des flux. Une simple fuite sur la véritable provenance du gaz pourrait déclencher un scandale politique, voire des sanctions financières. En 2022, la Hongrie avait été épinglée pour avoir signé un accord secret avec Gazprom, provoquant la colère de la Commission européenne. La Russie, de son côté, joue sa partition avec une rigueur implacable. Les conditions imposées sont draconiennes. Paiement intégral à l'avance, aucune remise publique, aucune flexibilité sur les volumes ou les délais. Moscou profite de la confusion européenne. Tant que le gaz circule, même masqué, le trésor russe continue de se remplir. Cette stratégie rappelle celle adoptée lors du choc pétrolier de 1973, lorsque les pays de l'OPEP avaient ensuite tiré parti de la dépendance occidentale pour imposer leurs conditions. Dans ce labyrinthe, chaque décision prise à Varsovie devient un pari. Un mauvais calcul peut coûter des centaines de millions d'euros, fermer une usine stratégique ou déclencher une vague de colère sociale. La souveraineté énergétique, loin d'être un acquis, se révèle être un équilibre précaire, sans cesse menacé par les aléas du marché et les caprices du climat. Mais alors, quelles solutions concrètes s'offrent à la Pologne pour traverser l'hiver sans sombrer ? Plusieurs scénarios sont sur la table, chacun comportant son lot de risques et d'incertitudes. Première option, continuer à acheter du gaz via les hubs européens en acceptant de payer le prix fort. Cette solution, conforme aux règles de Bruxelles, garantit une certaine sécurité d'approvisionnement, mais au prix d'une dépendance financière croissante. En 2023, le surcoût a représenté plus de 10% du budget de l'État. Cette situation n'est pas tenable à long terme, l'inflation menace, la compétitivité industrielle s'effrite et le mécontentement gronde. Seconde option, organiser des swaps physiques ou virtuels avec les voisins. Cela suppose une coordination étroite, une confiance mutuelle et une solidarité sans faille. Mais l'histoire montre que, face à la pénurie, chaque pays tend à protéger ses propres intérêts. En 2010, lors d'une vague de froid exceptionnelle, la France avait limité ses exportations d'électricité vers l'Espagne, provoquant des tensions diplomatiques. Ce genre de scénario pourrait se reproduire à l'échelle gazière. Troisième option, solliciter une dérogation exceptionnelle auprès de Bruxelles, en arguant de circonstances extraordinaires. Mais cette démarche est politiquement risquée. Reconnaître publiquement un échec stratégique, après des années de discours sur l'indépendance, serait un aveu difficile à assumer. De plus, les autres pays européens pourraient trop s'opposer à un traitement de faveur, invoquant la nécessité d'une politique commune. Une autre piste, plus structurelle, consisterait à accélérer la transition énergétique. Développer massivement les énergies renouvelables, renforcer l'efficacité énergétique des bâtiments, investir dans l'hydrogène ou la géothermie. Mais ces solutions prennent du temps. Il faut des années pour construire un parc éolien offshore, des décennies pour transformer le parc immobilier. À court terme, elles ne sauraient compenser la perte du gaz russe. Face à ces dilemmes, le gouvernement polonais avance à tâtons. Chaque matin, dans les salles de contrôle, les opérateurs d'Orlen, de PGNiG et les ingénieurs du régulateur prennent des décisions lourdes de conséquences. Ouvrir une vanne, suspendre un achat, reprogrammer une livraison, chaque geste engage l'avenir du pays. Un incident, une erreur de calcul, et c'est tout le système qui vacille. Dans les réseaux de chaleur de Cracovie, de Gdańsk ou de Varsovie, la température de consigne est abaissée de quelques degrés. Cela permet d'économiser des mégawatts précieux, mais au prix d'un inconfort croissant pour les habitants. Les industriels, eux aussi, sont mis à contribution. Certains doivent réduire leur consommation, reporter des productions, voire mettre une partie de leurs salariés au chômage technique. Cette situation rappelle les plans de délestage électrique des années 50, où l'on coupait le courant dans certains quartiers pour maintenir l'équilibre du réseau national. Le marché, lui, reste d'une volatilité extrême. Une panne sur une conduite en Norvège, une tempête sur la mer du Nord, une rumeur de coupure, aussitôt les prix s'envolent, la panique s'empare des négociants. Faut-il acheter à n'importe quel prix pour éviter la panne, ou attendre un reflux des cours au risque de manquer ? Ces arbitrages, complexes et risqués, font et défont des fortunes en quelques heures. Le gouvernement tente de protéger les plus fragiles. Des chèques énergie sont distribués, les tarifs sont gelés temporairement, des aides d'urgence sont versées aux collectivités locales. Mais chaque euro dépensé creuse le déficit. Chaque mesure de rigueur risque de déclencher la colère sociale.
En janvier, plusieurs manifestations ont eu lieu à Varsovie pour protester contre la hausse des factures et la précarité énergétique. Un seul faux pas peut coûter une fortune, fermer une usine clé ou déclencher une vague d'indignation populaire. La marge d'erreur est infime, la pression politique intense. Dans ce contexte, la souveraineté énergétique n'est pas un slogan. Elle se construit gigawatt après gigawatt dans l'ombre des salles de contrôle et l'urgence des décisions quotidiennes. Mais alors que la tension monte jour après jour, une question hante tous les esprits. Jusqu'où la Pologne peut-elle tenir avant la rupture? L'hiver ne fait que commencer, et déjà les premières fissures apparaissent dans l'édifice laborieusement bâti depuis 2 ans. Quand le froid s'installe, les slogans s'effacent devant la réalité des compteurs. Un appartement glacial, une usine à l'arrêt, une école contrainte de fermer pour économiser le chauffage, autant de rappels que la physique l'emporte toujours sur la rhétorique politique. La leçon de cet hiver, rude et implacable, c'est que la logistique, la météo et le marché n'obéissent à aucun agenda électoral. Face à cette équation, chacun a son rôle à jouer. Les citoyens peuvent réduire leur consommation, signaler les anomalies, s'informer sur la provenance de leur énergie. Les industriels peuvent investir dans l'efficacité énergétique, diversifier leurs sources, anticiper les ruptures. Les responsables politiques, enfin, doivent faire preuve de transparence, assumer les limites du système et ne pas promettre l'impossible. Des exemples historiques abondent. Lors de la crise du pétrole de 1973, les Pays-Bas avaient imposé la limitation de vitesse sur autoroute à 100 km/h pour économiser l'énergie. En 2010, l'Ukraine avait organisé des coupures tournantes pour éviter l'effondrement de son réseau gazier. Chaque crise, chaque hiver difficile, force les sociétés à inventer des solutions inédites, à accepter des sacrifices temporaires pour préserver l'essentiel. À Varsovie, les débats font rage. Faut-il investir massivement dans le nucléaire, comme la Finlande qui a inauguré en 2022 l'un des plus grands réacteurs d'Europe? Faut-il accélérer le développement du biogaz, à l'image du Danemark qui couvre déjà plus de 20% de sa consommation grâce à cette filière, ou miser sur la sobriété en lançant de vastes campagnes d'isolation et de réduction de la demande? Chacune de ces options exige du temps, de l'argent et surtout du courage politique. Mais l'expérience montre que les sociétés qui anticipent, qui acceptent de douter, qui investissent dans la résilience, traversent mieux les tempêtes. La Norvège, par exemple, a su diversifier ses exportations, moderniser ses installations et conclure des accords flexibles avec ses partenaires. L'Allemagne, malgré ses hésitations, a relancé ses centrales à charbon tout en accélérant la transition vers l'hydrogène. La Pologne aujourd'hui se trouve à la croisée des chemins. Maintenir le cap de l'indépendance au prix d'efforts financiers et sociaux considérables ou accepter un compromis temporaire en assumant la réalité des flux gaziers et des contraintes logistiques. La réponse n'est pas simple et chaque choix comporte sa part de risque. Pour les mois à venir, quelques pistes concrètes pourraient t'aider à traverser l'hiver. Accélérer l'installation de compteurs intelligents pour mieux piloter la demande et détecter les anomalies. Renforcer la coordination avec les pays voisins en négociant des protocoles d'urgence pour le partage des réserves en cas de crise. Développer des campagnes d'information à destination des ménages et des entreprises pour promouvoir la sobriété énergétique et éviter les pics de consommation. Investir dans la modernisation des réseaux de chaleur pour limiter les pertes et améliorer l'efficacité globale du système. Diversifier les sources d'approvisionnement en multipliant les contrats à court terme afin de réduire la dépendance à un fournisseur unique. Dans tous les cas, la lucidité sera le meilleur allié de la Pologne. Refuser les discours magiques, accepter les limites de la technique, surveiller les dynamiques du marché, autant de réflexes à cultiver pour éviter les désillusions. Car le marché de l'énergie ne s'ajuste ni aux campagnes électorales, ni aux récits officiels. Il obéit d'abord à la demande, à la météo et aux contraintes physiques. La seule victoire durable, c'est celle qui résiste à l'hiver et au temps. Restons lucides, solidaires et attentifs à la moindre fissure dans le système, car la prochaine vague de froid ne laissera personne à l'abri. Ainsi se referme le piège polonais, une équation où chaque solution comporte sa part d'ombre, où chaque hiver vient rappeler la fragilité des promesses. Mais c'est aussi une leçon universelle. Dans le grand jeu de l'énergie, la prudence, la transparence et la solidarité sont les seules armes vraiment efficaces pour traverser les tempêtes. À chacun d'en tirer les conséquences avant que le froid ne dicte à nouveau.